Salut, salut! Re-bienvenue sur l'orthophonie simplement. Je suis super contente de revenir derrière mon micro après plusieurs mois de pause quand même sur le podcast. Donc, nouvelle saison qui débute, saison qui va être un petit peu différente si tu as l'habitude d'écouter l'orthophonie simplement. Je vais encore faire des épisodes solo dans lesquels je vais partager des informations, mais je vais aussi faire des entrevues. Puis mon objectif avec cette saison-là, c'est d'aller un petit peu plus large que seulement l'orthophonie ou le développement du langage, des apprentissages, etc. Je vais aussi aller voir un petit peu plus large. En fait, je vais aller faire des entrevues avec des personnes qui ont des visions peut-être un petit peu différentes, des expertises plus poussées dans certains domaines qui sont connexes toujours des domaines connexes au langage, aux apprentissages, mais on va aller un petit peu plus loin dans cette saison-ci. J'ai d'ailleurs des entrevues qui sont déjà enregistrées ou déjà planifiées. J'ai vraiment hâte de vous partager ceci. Donc, si tu débarques pour la première fois sur l'orthophonie simplement, sache que il y a plusieurs épisodes antérieurs qui sont enregistrés avec du contenu qui est encore très valide, très pertinent, dans lequel je vais parler beaucoup de langage, apprentissage. J'ai des entrevues avec d'autres orthophonistes qui sont plus spécialisés dans certains domaines, en fait, que moi. Donc, on a fait le tour de vraiment plein de sujets, de la petite enfance jusqu'à l'âge de scolaire, au secondaire, même chez les adultes. Bref, beaucoup d'épisodes à aller reconsulter si jamais ça fait très longtemps puis tu veux refaire un petit tour de ça, ou à les consulter si jamais tu ne les as pas encore écoutés. Donc, je t'invite vraiment à revisiter les anciens épisodes, surtout si tu débarques, parce que cette saison-ci, comme je te dis, je vais aller un petit peu plus loin, un petit peu si tu me connais un petit peu, là, je vais souvent un petit peu hors des sentiers battus. C'est ce que je veux faire dans cette saison-là. Donc, si tu cherches des informations vraiment plus, je vais dire, de base sur la stimulation du langage, sur les différents troubles neurodéveloppementaux, comment se souvenir dans le quotidien, comment ça se passe en contexte scolaire, etc., je t'invite à te référer aux épisodes antérieurs dans lesquels je vais parler de ça en long et en large dans plusieurs épisodes. Tous les épisodes sont sur mon site web. Puis si t'aimes pas nécessairement le format podcast ou que tu vas aller chercher juste des informations, des petits refresh de mémoire, sache que tous mes épisodes, presque tous mes épisodes, peut-être pas les premiers, mais presque tous mes épisodes ont aussi un article de blog associé dans lequel on va vraiment faire le détail de tout le contenu qu'il y a dans l'épisode, mais en format écrit. Donc, ça peut peut-être aller plus vite si tu veux rechercher certaines informations. Donc, sur ce, je te laisse avec le premier épisode de la nouvelle saison. Aujourd'hui, épisode solo où je vais te jaser des diagnostics tardifs. Donc, aujourd'hui, je te jase des diagnostics qui arrivent tardivement dans la vie de certaines personnes. J'avais envie de te parler de ça parce que je veux un peu défaire peut-être des mythes ou des fausses croyances qui veulent que si une personne avait un trouble, par exemple, ou devait avoir un diagnostic, probablement qu'on l'aurait su avant. OK? C'est quelque chose que j'entends quand même souvent parce que dans le contexte de ma pratique clinique, je travaille beaucoup avec des jeunes d'âge scolaire, secondaire, même au cégep, université, des adultes aussi parfois, justement dans un processus d'évaluation diagnostique. Et ça arrive encore souvent que je vais poser des diagnostics à des personnes qui jusque-là n'avaient pas nécessairement eu d'inquiétude ou on avait jamais pensé peut-être qu'il y aurait éventuellement un diagnostic. Et donc, j'avais envie de parler de ça parce que, comme je dis, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent, puis ça vient avec plein de, je vais dire, sentiments de chamboulement au niveau de l'identité, de la perception de soi, parfois aussi beaucoup de culpabilité. Fait que je veux qu'on jase de tout ça ensemble aujourd'hui, puis que j'explique pourquoi ça arrive encore, c'est quoi un diagnostic tardif, comment est-ce que c'est ça, comment est-ce qu'on en arrive finalement, éventuellement, des fois, parfois au secondaire, au cégep, à l'université, même certains adultes qui viennent me voir pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. Puis finalement, on met des conclusions, des diagnostics à cet âge-là. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai envie de commencer par pourquoi est-ce qu'on passe parfois à côté des diagnostics? Dans le fond, là, les diagnostics dont je vous parle, là, je vais vous parler aujourd'hui des diagnostics plus spécifiques à ma profession, à moi, à ma spécialité, mais c'est le cas dans plusieurs autres troubles neurodéveloppementaux. OK? Donc, dans mon cas, dans ma pratique clinique, ça arrive souvent que je vais mettre des diagnostics de troubles développementaux du langage ou de troubles spécifiques des apprentissages en lecture, en écriture. On pourrait avoir aussi des diagnostics de troubles spécifiques des apprentissages en mathématiques.
je fais pas les mathématiques dans ma pratique, donc je le vois un peu moins souvent, mais clairement, c'est possible. Des diagnostics de troubles déficitaires de l'attention, d'autres troubles neurodéveloppementaux. Tu sais, récemment, on a entendu beaucoup parler, en tout cas, moi, j'en ai entendu beaucoup parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais tous les diagnostics de troubles dans le spectre de l'autisme, qui arrivent plus tardivement dans la vie de certaines personnes. Donc, il y a même des personnalités plus connues qui ont parlé, en fait, de ça, de leur expérience, de leur diagnostic et tout ça, qui sont venus tardivement. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent, dont on entend parler et tout ça, puis j'avais envie de vous expliquer pourquoi, des fois, on arrive tardivement à certains diagnostics comme ça. Je vous dirais que souvent, ce qui peut se passer, c'est un manque de connaissances par rapport à, justement, certains troubles ou les manifestations de certains troubles. Des fois, on a comme une image, je vais dire un peu une conception, une préconception de comment est-ce que ça se manifeste, des difficultés. Puis je vais prendre l'exemple dans ce cas-ci d'un trouble développemental du langage parce que là, si vous me suivez, vous en entendez vraiment beaucoup parler, mais c'est quand même quelque chose qui est pas si connu au niveau de la population de manière générale et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien compris dans toute sa subtilité et sa complexité. Et donc, il y a plusieurs personnes qui vivent avec des enjeux au niveau, par exemple, du langage et de la communication, mais qui vont pas penser que ça peut être associé à un trouble développemental du langage. Donc, par exemple, des exemples de ça, c'est il y a des personnes parfois qui vont avoir de la difficulté, justement, qui vont avoir du mal à trouver leurs mots, des personnes qui ont la difficulté peut-être avec leur compréhension dans certains contextes, dans des échanges, il y a beaucoup de personnes, ou par exemple qu'ils ont la difficulté à faire des déductions, des inférences, de la difficulté à comprendre certains niveaux langagiers plus complexes. Donc, par exemple, dans un œuvre littéraire ou dans un roman ou dans, je vais dire, un documentaire où il parle de quelque chose de plus abstrait, plus complexe, fait qu'il y a des mots qu'ils connaissent pas ou qui n'arrivent pas nécessairement à suivre ou que il avait pas nécessairement fait la même déduction que les autres personnes ou j'ai des jeunes qui me disent des fois qu'ils comprennent pas nécessairement les œuvres de la même façon que les autres personnes comme que leur enseignante, par exemple. Un peu tout ça. Fait que ça, c'est des exemples, mais il y en a plein. Il y en a, je dirais même, par exemple, c'est ça, je m'intéresse beaucoup aux troubles dans le spectre de l'autisme, le profil féminin principalement, du trouble dans le spectre de l'autisme ces temps-ci. Puis, il y a plein de méconnaissances par rapport à c'est quoi un trouble dans le spectre de l'autisme avec un profil plus féminin, comment est-ce que ça se manifeste, ça a l'air de quoi dans la vie de tous les jours. Puis d'ailleurs, dans le prochain épisode, je vais en parler avec Caroline Méville, qui est ergothérapeute, qui est spécialisée auprès de ces jeunes-là. Mais bref, il y a plein de choses qu'on comprend pas ou qu'on connaît pas. Même chose pour le déficit d'attention. Des fois, on a une image typique d'une personne qui a un déficit d'attention avec hyperactivité, qui est soit toujours dans la lune, vraiment perdu, oublie toutes ses affaires, ou hyperactif dans ses activités, il a toujours besoin de bouger, tout ça. Alors que ça pourrait être une hyperactivité mentale qu'il y a, ça pourrait être une difficulté à inhiber certaines réactions émotionnelles, émotives, des atteintes des fonctions exécutives. Donc, il y a vraiment plein de choses qui viennent au niveau des troubles. On a de plus en plus de connaissances par rapport à ça. On a de plus en plus d'études de recherche qui nous permettent de mieux comprendre c'est quoi les profils puis comment ça se manifeste. Mais c'est quelque chose qui est encore pas si connu au niveau de la population générale. Et donc, il y a des personnes qui vivent avec ces défis-là puis qu'ils considèrent que c'est normal ou que ça fait partie de leur personnalité. Puis là, vous ne voyez pas, mais je mets des guillemets anormal, parce que mon point, c'est pas que c'est pas normal, c'est juste que on va parler beaucoup de neurodiversité. Je vais souvent utiliser ce terme-là maintenant, neurodivergence, neurodiversité. Puis je I mean it, dans le sens où pour moi, c'est vraiment un terme que j'essaie d'utiliser de plus en plus. J'explique souvent aux personnes que j'accompagne que leur cerveau fonctionne d'une manière différente, qui ont des défis à certains égards, qu'il y a certaines choses qui sont plus compliquées pour eux, mais qui ont des belles forces de plein d'autres côtés. Donc, vraiment, le concept de neurodiversité, neurodivergence, pour moi, c'est hyper important. C'est important de l'aborder de cette façon-là. Mon point par rapport à ça, c'est que ce que j'explique souvent, c'est qu'on a juste notre propre cerveau, OK? Donc, les personnes, on est avec notre propre cerveau puis notre propre façon de réfléchir, de concevoir le monde, de comprendre, d'analyser, etc. Puis, c'est difficile parfois de savoir si cette façon-là de fonctionner de notre cerveau, elle est pareille comme ceux de la plupart des gens autour de nous ou que notre cerveau peut-être est différent, on réfléchit, analyse, comprend différemment l'information. Mais des fois, on le sait pas, on s'en rend pas compte parce que c'est comme ça que ça se passe dans notre tête, puis c'est tout. Okay? Puis ça arrive vraiment souvent dans mon cas quand j'évalue des jeunes adultes ou des jeunes à la fin du cégep de leur dire hey,
tu sais, tu vois, je m'attendrais à X, Y, Z parce que, encore une fois, quand on fait de l'évaluation diagnostique, c'est sûr qu'on va comparer à la norme, on va comparer à la moyenne. Est-ce que la personne, elle est fonctionnelle? Oui, mais des fois, la personne est fonctionnelle en ayant besoin d'utiliser beaucoup de stratégies compensatoires, en ayant besoin de prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre, ou en ayant besoin de faire beaucoup plus d'efforts qu'une autre personne parce que son cerveau ne va pas gérer, traiter l'information, par exemple, langagère verbale, de la même façon, à la même vitesse qu'une personne qui n'aurait pas de difficulté, par exemple. Fait que, des fois, les personnes sont fonctionnelles et compensent plus, mais elles ne le savent pas parce que c'est comme ça que leur cerveau fonctionne et qu'elles ont toujours fonctionné et que ça passe, en fait, ça va bien, ça leur permet de réussir dans la vie, d'accomplir leurs tâches puis d'être fonctionnelles, justement. Pourquoi éventuellement on vient à faire des évaluations diagnostiques? C'est que dans certains cas, justement, ce fonctionnement-là, cette capacité-là de s'adapter ou de compenser ou d'avoir des stratégies ou d'utiliser des trucs, des techniques, de prendre plus de temps, de mettre plus d'efforts, plus d'énergie que les autres personnes pour y arriver, des fois, il arrive un moment où leur cerveau, carrément, arrive plus à le faire pour rester fonctionnel. Puis là, il va se créer comme un écart justement par rapport à la norme ou dans certains contextes particuliers, les difficultés vont apparaître et vont être maintenant significatives, plus dérangeantes. On va beaucoup parler d'impact fonctionnel quand on fait les diagnostics, c'est un peu ça. C'est qu'une personne, en fait, quand on parle de troubles neurodéveloppementaux, la personne va naître avec son trouble neurodéveloppemental, okay? Avec son fonctionnement cognitif différent des autres personnes. Mais ce qui va se passer, c'est que justement, dans notre cerveau, on a plein de belles habiletés, de belles capacités. Donc, il va être capable de vivre avec peut-être ses difficultés, avec son temps de traitement qui peut être un petit peu plus long de certaines informations, en utilisant des stratégies compensatoires, etc. Mais éventuellement, quand notre cerveau ça lui demande plus de temps, plus d'efforts, plus d'énergie, à un moment donné, quand la tâche devient de plus en plus complexe, de plus en plus longue, que les exigences sont plus élevées, bien, il se passe que notre cerveau, à un moment donné, il est comme plus capable de compenser. Et c'est là que les impacts vont apparaître. Fait que le genre d'impact qui peut apparaître, surtout, je vais vous parler là en ce moment plus de troubles de langage, troubles mentaux du langage, troubles d'apprentissage. Ce qui va se passer, c'est justement, j'ai toujours été capable de lire, ça me prend un petit peu plus de temps, tu sais, lire que les autres. Je finis un petit peu après. Quand je lis mon livre, ben là, il faut que je lise, tu sais, il faut que je me prenne peut-être 1 heure par soir. Je pense que mes amis, ça leur prend 30 minutes ou quelque chose comme ça. Des fois, il faut que je relise certains passages parce que là, j'ai comme un peu perdu le fil en lisant, j'étais comme pas concentrée ou quelque chose comme ça. Ou il y a des mots que je comprends pas, fait que tu sais, j'essaie de regarder, ou tu sais, je me fie au reste du texte là, pour comprendre un peu le sens des mots. Ou comme je disais, tu sais, tu sais, je lis quelque chose, fait que tu sais, je comprends quelque chose, mais quand j'en parle avec mes amis, c'est pas tout à fait la même chose qu'ils vont comprendre, etc. Fait qu'à un moment donné, il y a comme cette réalité-là qui apparaît, puis ils disent, ok, ben c'est bizarre, moi je comprends pas la même chose que les autres. C'est bizarre, il y a vraiment beaucoup de mots que je connais pas. C'est bizarre, quand j'écris, mettons, maintenant mes textes, ben j'ai toujours comme, je sais pas moi, 60% dans mon écriture parce que j'ai vraiment des fautes, puis là, quand je relis, ben j'y vois pas mes fautes. Tu sais, je fais mon code de correction, je fais mes étapes, j'essaie, mais j'arrive pas à voir mes fautes. Ou tu sais, mon prof me dit que je répète souvent la même affaire quand j'écris mes textes, que c'est comme un peu répétitif, redondant, que mon vocabulaire n'est pas assez riche, etc., etc. Donc, plus le niveau de complexité va augmenter, plus les exigences vont augmenter, plus les difficultés vont apparaître parce qu'on ne sera pas capable de compenser. Corriger un texte qui fait à peu près 1 page, puis appliquer systématiquement un code de correction pour voir toutes les erreurs, faire toutes les flèches, etc., reviser, relire, chercher 10 mots dans le dictionnaire, ça peut se faire, OK? Mais quand on est rendu à écrire un texte de 4 pages pendant une période de 3 heures, qu'on doit s'asseoir, trouver l'idée, faire notre plan, écrire, corriger, remettre au propre, puis que chacune de ces étapes-là demande un effort à notre cerveau de plus que la moyenne des gens, là, notre cerveau, il peut pas. Il peut pas gérer tout ça. Ou, justement, on a besoin de nous, on a des idées, ça va bien, écrire le texte, ça va bien, mais il y a beaucoup d'erreurs, il faut vraiment que je regarde vraiment beaucoup de mots. Il y a plein de mots que je mets des petites étoiles parce que je sais pas ça veut dire quoi. Puis là, je cherche dans mon dictionnaire, puis là, j'ai à peu près 25 mots à chercher dans mon dictionnaire sur mes 4 pages. C'est long, ça prend du temps, j'ai pas le temps de finir de me corriger. Okay? C'est des choses comme ça qui arrivent. Donc, c'est des raisons, des exemples de raisons pourquoi des fois on a des diagnostics tardifs parce que nos stratégies compensatoires qui étaient efficaces ou qui sont efficaces, bien en fait, ils sont plus suffisantes ou ils demanderaient trop de temps ou trop d'énergie ou trop d'efforts cognitifs. Donc, on devient en surcharge mentale, carrément. Donc,
mon cerveau est plus capable, je suis brûlée, je suis épuisée. Puis des fois, en fait, la surcharge mentale, elle va venir en dehors des tâches. Donc, il y a des jeunes qui, à l'école, vont réussir à compenser leurs difficultés, vont réussir à justement aller chercher tous leurs mots puis tout ça, mais après ça, ils sont brûlés. Ils sont épuisés, ils arrivent le soir, ils sont fatigués, difficulté à faire leurs études, difficulté à faire leurs travaux, où ils deviennent irritables, ils deviennent stressés. Il y a comme des enjeux qui viennent autour de ça parce qu'ils sont brûlés, vraiment fatigués, épuisés, brûlés. Donc voilà. Fait que, pourquoi c'est important? Tu sais, il y a des gens qui me demandent des fois, ben, est-ce que ça vaut la peine que je me fasse évaluer? Tu sais, je le sais, mes difficultés, est-ce que ça vaut la peine que je me fasse évaluer, que je comprenne? Ma réponse à ça, moi, est souvent oui. Pas toujours, dépendamment du contexte, tout ça, mais c'est souvent oui. Puis la réponse, mon oui, en fait, vient du fait que pour moi, comprendre comment notre cerveau fonctionne, c'est la meilleure façon d'être capable de justement de compenser ou d'être conscient de ce que ça nous demande pour compenser. Okay? Donc, si on est fonctionnel, avec notre cerveau, on a développé des trucs, des stratégies, on est capable justement de pallier. Je sais pas, moi j'ai des personnes qui vont beaucoup chercher leurs mots, ben ils ont trouvé des trucs, hein, ils vont utiliser des phrases au lieu des mots précis, ils vont demander de l'aide aux besoins, ils vont en parler autour d'eux, puis là les gens vont les aider quand ils vont chercher leurs mots, ou des fois, je sais pas, ils essaient de raconter, d'expliquer quelque chose, ben ils sont conscients que c'est pas toujours clair, qu'il y a trop d'informations, que ça part d'un bord puis de l'autre. Puis les gens autour d'eux sont habitués à ça dans leur façon de s'exprimer, de communiquer. Fait qu'ils vont juste comme, des fois, les stopper, dire « OK, là, j'ai rien compris. Repars du début. OK, mais t'étais où? » Puis là, ils vont comme aller les soutenir, poser des questions, les aider, résumer, reformuler. C'est des choses, des fois, qu'on va faire automatiquement hein, quand on est proche d'une personne qui vit ce genre de difficultés-là. Puis ça devient comme une façon de communiquer qui est normale, qui est standard. Fait que ça peut être le cas, mais par exemple, une personne qui fait ça, qui arrive dans un nouvel emploi, dans une entrevue, qui a des nouvelles fonctions, qui doit, par exemple, parler avec un client, ben peut-être qu'à ce moment-là, ben son environnement qui était soutenant, ben il est plus là, puis là, ça se peut que les défis, oups, là, ça prenne plus de place, puis que on ait besoin un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour être capable de raconter quelque chose, d'avoir une discussion, à la limite de négocier avec un client en étant organisé dans notre façon de communiquer. Donc, tout ça pour dire que plus on va comprendre nos défis, okay, qu'est-ce qui est difficile pour nous, pourquoi c'est difficile pour nous, sont reliés à quoi ces difficultés-là? Est-ce que c'est parce que j'ai pas bien appris c'était quoi les étapes, mettons, pour expliquer quelque chose pour que l'autre personne comprenne? Quand on parle de discours, par exemple, expliquer, raconter, décrire, tout ça, il y a un schéma qu'on appelle une structure qu'on va apprendre. Certaines personnes vont l'apprendre facilement en étant exposées. J'entends mes parents discuter ensemble, je capte comment ça se passe, une discussion, un échange, une négociation à la limite, une argumentation, et j'intègre ça, puis après ça, je peux le reproduire avec mes amis ou avec d'autres personnes. Certaines personnes sont capables de faire ça. Une personne qui aurait, par exemple, un TDL, ça se pourrait que ça soit difficile pour elle de faire ça et que donc, elle n'arrive pas à avoir comme le script ou les grandes lignes de comment est-ce que je fais ça, moi, une argumentation avec une autre personne, puis que là, ça lui pose problème. Fait que ça peut être ça, mais ça pourrait être d'un autre côté, c'est une personne qui a justement un déficit d'attention, difficulté avec ses fonctions exécutives, est pas capable de s'inhiber, fait que aussitôt que l'autre personne dit quelque chose, elle va répondre tout de suite, elle part ailleurs dans ses pensées. Fait qu'il y a plein de raisons qui pourraient expliquer ça, mais si on est conscient de la raison en arrière de ça, c'est beaucoup plus facile d'aller soutenir le problème, le défi, puis de s'améliorer, puis d'apprendre de ça, puis de notre façon de faire, de notre fonctionnement. Fait que ça, c'est une des choses. Sinon, ben ça permet aussi de connaître nos forces. Puis les forces, c'est quelque chose qui est super important. La connaissance de soi, c'est hyper important. Fait que oui, j'ai tel défi, mais voici mes forces. Je suis une personne qui est plus visuelle, je vais me faire des petites bullet points. Quand je dois parler à quelqu'un, justement, je vais l'écrire, je suis capable d'être structurée. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Il y a des personnes, justement, qui sont très visuelles, qui vont compenser avec des schémas, des illustrations, des tableaux, des détaillés, des choses comme ça. Justement, il y a des personnes qui sont très, très fortes au niveau de leur contenu, de leurs idées, ben parfait, fait qu'ils vont avoir tous leurs points à ce niveau-là. Fait que ça, c'est pas tant un enjeu, un défi, mais la correction, l'orthographe, c'est vraiment plus difficile. Qu'est-ce que je peux avoir comme outil pour m'aider à réviser mes textes au niveau de mon orthographe? Ou par exemple, quand je travaille avec des jeunes qui ont des outils d'aide technologique en écriture, en lecture, par exemple, ben justement, moi, je leur dis, OK, ben là, ton ordinateur, voici ce qu'il peut faire pour toi, pour t'aider. Tu as des difficultés avec ton orthographe? Oui. Ton ordinateur, il va les identifier, les erreurs d'orthographe. Tu n'as pas besoin de te concentrer là-dessus, tu n'as pas besoin de mettre ton effort cognitif sur ça, mais par contre, ta structure de phrase, ton ordinateur peut moins t'aider avec ça, ou la progression de tes idées pour qu'on suive ton raisonnement logique dans ta tête,
Ton ordinateur peut pas t'aider avec ça. Donc, toi, tu vas prendre plus de temps à trouver tes arguments, à faire ton plan, à mettre tes marqueurs de relation pour être sûr que ça suit. Parce que maintenant, tu as ton ordinateur qui va compenser pour tes erreurs au niveau de l'orthographe. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un monde de différence quand on comprend c'est où nos défis, c'est où nos faiblesses, puis comment est-ce qu'on peut compenser pour ça. Puis comme je disais tantôt, il y a des personnes qui le font naturellement, qui vont compenser naturellement, qui sont quand même fonctionnels, mais que ça a un coût cognitif vraiment important, qui a des impacts dans le reste de leur vie. Puis ça aussi, c'est important, puis on n'en parle pas beaucoup. Si, par exemple, être en classe ou apprendre, étudier, c'est hyper exigeant, c'est hyper difficile, ben ça se peut le soir que quand tu arrives à la maison, tu n'aies pas envie d'avoir une longue conversation, un débat, un échange sur quelque chose d'important parce que tu es brûlé, tu es épuisé. Mais si tu es conscient de ça, ben tu peux dire hey, regarde, j'ai pas de cerveau, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, c'était une grosse journée à l'école. Est-ce qu'on peut avoir cette conversation-là une autre fois? Est-ce qu'on peut avoir cette conversation-là un samedi matin quand mon cerveau va être frais parce que c'est important? Mais tout ça, si on n'est pas conscient, dans le fond, puis qu'on pense que, dans le fond, tout le monde est un peu dans cet état-là, puis que c'est normal, puis tout ça, ben peut-être qu'on n'aura pas ces stratégies-là ou qu'on n'en parlera pas ouvertement comme ça aux personnes autour de nous. Ou, tu sais, si quelqu'un qui cherche les mots, ça pourrait être de dire « Ah oui, des fois, j'ai de la misère à trouver le mot précis pour m'exprimer, mais laisse-moi le temps parce que justement, parce que ça m'énerve sinon de me faire couper, ça me fait perdre mes idées, c'est encore pire. Fait que là, je vais chercher, si j'ai besoin d'aide, je vais te le dire. Tu sais, il y a comme ça aussi dont on peut parler. Fait que oui, se connaître nous pour avoir des stratégies, mais aussi être capable d'en parler aux gens qui sont autour de nous pour que ça soit plus agréable, on va dire ça comme ça, dans le quotidien. Donc ça, c'est comme, pour moi, c'est une des raisons pourquoi mieux comprendre son cerveau, c'est utile et pertinent. Et ce, même si on arrive actuellement à compenser, de vraiment comprendre la cause de nos difficultés, ça va nous permettre de encore être plus efficace puis peut-être d'avoir encore moins d'impact fonctionnel. Puis j'ai envie de faire un petit message aux parents qui écouteraient cet épisode-là, ou même peut-être aux personnels, je dirais enseignants, personnels en milieu de garde, etc. Des fois, ce qui se passe, c'est que quand on a un diagnostic tardif, ça vient avec beaucoup de culpabilité de la part de l'entourage de la personne qui a son diagnostic. Parce que souvent, comme je disais au début de l'épisode, on aurait dû le savoir. Okay? On aurait dû le voir. Puis des fois, les parents vont me dire ah ben tu sais ouais j'avais comme un doute mais tout le monde me disait que c'était correct ou eh ben voyons j'ai jamais pensé X Y Z, j'ai jamais pensé qu'il y avait des difficultés avec ça. J'ai toujours mis ça, tu sais le contexte de multilinguisme aussi là, il y a souvent le dos large quand on parle de difficultés de langage d'apprentissage. Fait que tu sais des fois moi les parents me disent ah ben là je pensais que c'est parce qu'on est dans un contexte multilingue ou justement hey, moi je maîtrise pas vraiment bien le français, fait que j'ai de la difficulté à l'aider puis à voir c'est quoi ses difficultés au niveau scolaire en français, ce genre de choses-là que j'entends souvent. Puis comme je dis, là, c'est dans mon domaine à moi, mais ça pourrait être vrai dans plein d'autres domaines. Ou hey, moi, je suis comme ça parce que, veux pas, les troubles neurodéveloppementaux, il y a une grande proportion d'hérédité là-dedans, de génétique là-dedans. Et donc, ça se peut que comme parents, on vit les mêmes enjeux que nos enfants. Puis on est fonctionnel, on arrive à vivre avec, on a compensé tout le temps. Fait que, tu sais, pour nous, c'est ce que l'enfant vit, c'est normal parce que, bon, tu sais, nous aussi, c'était comme ça, puis on a réussi, puis c'est ça qui est ça. Fait qu'il y a un petit peu de ça aussi autour. Fait qu'il y a beaucoup de culpabilité de la part des parents quand il y a des diagnostics tardifs, de dire « Hey, j'aurais dû le voir venir, j'aurais dû le savoir, qu'est-ce qui se serait passé si on l'avait su plus tôt, on aurait-tu pu l'aider, peut-être elle serait pas passée par là, X, Y, Z. » Fait qu'il y a plein de choses qui viennent comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire, on arrête ça, la culpabilité, OK? Ça arrive qu'on le sait pas, ça arrive qu'on le voit pas venir, ça arrive que la personne, elle compense vraiment bien puis que ça paraît pas tant que ça. Ça arrive qu'on n'a pas le bon diagnostic, ça arrive qu'on a fait toutes les démarches, puis finalement, on a fait les évaluations, puis tout ça, puis à cette époque-là, ce qui était ressorti comme diagnostic, comme conclusion, c'était par exemple un déficit d'attention. Puis oui, peut-être qu'il y avait les deux qui avaient un déficit d'attention, puis on s'est dit « Hey, mon Dieu, son déficit d'attention est tellement important, c'est sûr qu'il n'est pas disponible pour apprendre, c'est sûr que, je sais pas moi, être trop impulsif qui en parle, est désorganisé, etc. la personne. Donc, ça va être le déficit d'attention, on va gérer ça. Ou des fois, c'est on essaie la médication, mais ça l'aide pas vraiment, puis il y a des effets secondaires, donc on a mis ça de côté. Fait que des fois, c'est de voir, il y avait peut-être quelque chose d'autre qui expliquait. Fait que j'en parle de l'attention parce que ça arrive vraiment souvent. Fait que on pense que c'est des difficultés attentionnelles, mais avec les difficultés attentionnelles ou
dans le fond, c'est finalement autre chose que des difficultés attentionnelles. Mais c'est ça, fait que des fois, c'est de dire, ah ben, on pensait qu'on avait trouvé la cause, mais finalement, ça allait pas si mieux que ça, mais on pensait que c'était quand même ça le problème, fait qu'on n'a pas été voir plus loin. Ça se peut, c'est correct, c'est pas grave, OK? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour aller regarder, pour aller s'informer, pour aller justement lire, apprendre sur les différents trucs. Si on pense que une personne dans notre entourage ou si on pense que nous-mêmes, même, on a des défis qui sont peut-être différents des autres, que ça nous prend plus de temps, plus d'efforts, plus d'énergie, qu'il y a des choses que malgré qu'on travaille vraiment beaucoup, ça reste donc bien pas facile, malgré qu'on prend une médication pour gérer notre attention, on a quand même de la difficulté à comprendre en classe, il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc pour moi, il n'est jamais trop tard pour aller mieux se comprendre, pour faire un processus, pour aller voir en arrière qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Puis sinon, ça peut être, tu sais, parce que là, je parle beaucoup d'évaluation diagnostique. Malheureusement, à cet âge-là, souvent, fin primaire, secondaire, âge adulte, on parle d'évaluation diagnostique dans le milieu privé. Je vous cacherai pas. C'est très, 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 très rare que ça se fait en milieu public, ce genre d'évaluation-là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est, à la limite, si c'est pas une vraie évaluation diagnostique, sans jouer au neuropsychologue, à l'orthophoniste ou à l'ergothérapeute, d'aller lire, d'aller s'informer, d'aller voir est-ce qu'on se reconnaît dans les profils, dans les défis, dans les difficultés. Puis je vous dirais aller au-delà de la conception très classique de la difficulté. Tu sais, si je parle de langage, de trouble développemental du langage, ah ben mon enfant il parle bien, il a pas de difficulté à s'exprimer, il prononce bien ses mots, tout ça. J'entends encore beaucoup, beaucoup ça. C'est pas ça, le trouble développemental du langage. Même chose pour le TSA avec un profil féminin. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on est habitué de voir. Fait que plus vous allez, si vous avez des inquiétudes, puis vous pouvez pas aller vers un processus diagnostique en pratique privée, au moins allez lire, allez vous outiller, allez vous informer, puis allez au-delà des premiers articles ou des premières petites choses que vous trouvez qui sont très génériques. Allez comme plus en profondeur, allez voir des experts dans leur domaine. Qu'est-ce qu'il y en a à dire? C'est quoi les différents angles? Comment ça se manifeste? Comment ça se présente? Comme ça, ben, vous allez avoir plus d'informations. Puis si vous dites, hey, mon Dieu, ça ressemble vraiment à cette difficulté-là, mon enfant pourrait peut-être avoir ça, ben, il y a plein d'informations maintenant qui existent. Il y a plein de contenus qui sont accessibles de dire, ah oui, tu sais, même si je suis pas sûre à 100% là, que j'ai un trouble d'apprentissage en lecture, mettons là. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Si c'était ça, qu'est-ce que je ferais pour aider mon enfant? Est-ce que je peux l'essayer? OK? Ou comme adulte, si c'est ça, hey, si j'ai vraiment des difficultés en lecture, qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il des outils pour m'aider? Comment est-ce que je peux? Y a-t-il des stratégies qui existent pour compenser, etc. Fait que allez vous informer, allez lire c'est quoi, puis qu'est-ce qu'on fait? Si c'était ça, qu'est-ce qu'on ferait? Puis si on essaie ça puis ça fonctionne, ben tant mieux, on a déjà des stratégies, des outils pour nous aider. Donc, sur ça, ben en fait, j'ai envie de vous laisser justement par rapport aux évaluations diagnostiques, aux diagnostics tardifs. Il y a un balado que j'ai écouté récemment qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est un balado qui a été fait par Stéphanie Boulay, qui est sur Radio-Canada Audio, qui va parler de la neurodivergence au féminin. Qui est super intéressant. Même si vous vous intéressez pas tant à la neurodivergence comme telle, c'est vraiment des femmes, des jeunes adultes qui racontent un peu leur parcours, puis qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu un diagnostic plus tôt. Puis c'est quelque chose que j'entends beaucoup même autour de moi, de certaines personnes. Moi, je suis très impliquée dans le monde de l'entrepreneuriat et ben, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, beaucoup de déficit d'attention, de TDAH et de neurodivergence, neurodiversité, c'est assez commun, je dirais, dans ce domaine-là. Et donc, tu sais, je parle souvent avec des personnes qui disent « Hey, tu sais, c'est sûr que j'ai quelque chose, mais je l'ai jamais su. » Ou « Hey, je me suis fait évaluer quand j'avais genre 35 ans. Mon Dieu, que j'aurais aimé ça savoir ça quand j'étais à l'école. » Tu sais, fait il y a souvent comme des témoignages comme ça que j'entends autour de moi, de personnes que je côtoie. Mais dans ce balado-là, ça va vraiment un peu aller voir. Fait on parle beaucoup de la neurodivergence, mais que ça soit le déficit d'attention, le TSA, la douance aussi, dont on parle dans ce balado-là. Fait que je vous invite vraiment à aller écouter ça. C'est vraiment super intéressant. Puis justement, la semaine prochaine, on va parler de neurodiversité, neurodivergence. En fait, mes 2 prochains épisodes vont parler de ça. Le prochain avec Caroline Mainville, dans lequel on va parler du profil féminin du TSA, en quoi ça se démarque un petit peu du profil typique qu'on connaît, pour peut-être être capable de mieux distinguer peut-être les petites filles ou les femmes qui vivent avec un TSA puis que ça a été un peu mal diagnostiqué ou que c'est pas nécessairement connu. Puis ensuite, je vais recevoir un jeune homme, Guillaume, qui va nous parler de la neurodivergence, qui est lui-même neurodivergent.
qui va nous parler de la neurodivergence, des aspects positifs, en fait, de la neurodiversité, la neurodivergence, de son quotidien, de sa vie d'adulte qui vit avec une neurodivergence. Donc, j'ai bien hâte de vous partager tout ça. Donc, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt.